Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à Cœur Défense et à Paris La Défense. Je suis Marie-Célie Guillaume, je suis la directrice générale de De facto Paris La Défense. Nous avons initié l'année dernière cette Revolution at Work avec Hopscotch. C'est aujourd'hui la deuxième édition qui commence et on est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition. Certains d'entre vous étaient avec nous l'année dernière, d'autres nous ont rejoints entre-temps. De nouveaux partenaires, des nouveaux participants, des nouveaux quartiers internationaux qui sont aussi venus pour participer à ces 2 journées de réflexion. On a lancé cette réflexion l'année dernière parce qu'on avait l'intuition avec Hopscotch que ce thème de la révolution au travail ait des conséquences à la fois pour les individus, pour les organisations et pour les écosystèmes comme la défense était un sujet qui était majeur. Et je dois dire que depuis 1 an, la révolution s'est vraiment accélérée. Il se place énormément de choses, en particulier ici à Paris La Défense, loin des clichés du quartier d'affaires engoncé dans les modes de travail d'hier. Derrière le secret des tours, c'est vrai, ça se voit pas forcément au premier abord. Il se passe beaucoup de choses et on est a fortiori encore plus heureux que ici la Revolution at Work se passe ici à La Défense et dans cette dynamique internationale. Juste pour vous dire que les échanges qu'on va avoir pendant 2 jours sur toutes ces thématiques, ce sont des échanges qui non seulement sont enrichissants intellectuellement, mais qui peuvent amener à une réflexion personnelle. Cette réflexion personnelle et cette évolution à Paris La Défense, nous l'avons vécue, nous sommes en train de la vivre, puisque nous avons donc initié cette Revolution at Work l'année dernière en partant d'une réflexion sur l'écosystème et de l'impact pour un quartier d'affaires comme La Défense de la révolution du travail, et que suite à tous les échanges qu'on a eu l'année dernière, on a décidé d'appliquer à notre organisation ce dont on parlait. Et notre organisation est en train de bouger. Nous allons bientôt nous installer dans de nouveaux bureaux, ici même d'ailleurs à Cœur Défense. Et ces nouveaux bureaux, on est en plein chantier et sont conçus selon un mode d'organisation qui n'a rien à voir avec ceux qu'on a aujourd'hui, donc totalement décloisonné, ouvert, flex, inspiré du design thinking. Et donc c'est une démarche qui est extrêmement enrichissante. Nous sommes un établissement public. Évidemment, derrière les bureaux, il y a la transformation managériale qu'on engage et qui va être notre gros sujet l'année prochaine. Et je voulais juste vous apporter ce petit témoignage pour vous dire que voilà, le cheminement, il peut être de l'individu vers l'écosystème, mais il peut aussi être de l'écosystème vers l'individu. C'est celui-là en tout cas que nous avons fait à Paris La Défense. Donc bienvenue, et puis je suis très impatiente que ces 2 journées commencent parce que je suis sûre qu'on va en tirer plein de choses. Bonne 2 journées, et puis j'appelle Pierre-Henri de Menton pour la suite. Merci Marie-Célie, bonjour à toutes et à tous. Alors nous on accompagne Revolution at Work depuis le début, c'est-à-dire depuis l'année dernière. On avait aussi fait la première plénière d'ouverture. Ce que je vous propose dans quelques secondes, c'est avec notre panel qui est très varié, vous allez voir, de faire un point sur où en est cette révolution. Quand il y a une révolution, on aime bien de temps en temps avoir des arrêts sur image. Sur la façon dont ça se passe, Marie-Célie disait comment un organisme public va faire sa révolution. Là, ça fait partie de vos nouvelles attributions, de revoir la façon de manager, à la fois sur les structures, la gouvernance, mais aussi la façon de travailler concrètement dans une organisation telle que celle-là. On va voir que ça se passe à tous les niveaux avec notre panel. Et puis, on va ensuite essayer de un petit peu approfondir pour lancer ces 2 journées de travaux sur la façon dont, allez, en 2018, 2019, les choses vont évoluer, et puis faire trier le bon grain de livret, comme on dit dans la Bible, et de voir ce qui est phénomène de mode et ce qui est vraiment important, les tendances de fond qu'on va observer. Alors, je vais demander au panel de me rejoindre. Attendez. Voilà, bonjour à tous les 4. Alors, je vous présente très brièvement, vous allez le faire beaucoup plus que moi, mais dans un instant,
Ludovic Huro, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Vous avez créé déjà plusieurs sociétés. Une bien connue en France qui s'appelle toujours Attractive World. Vous l'avez revendue. Maintenant, vous êtes installé à New York. Vous avez créé, vous allez nous en parler, un réseau social. C'est un des phénomènes de l'année, à mon sens, qui s'appelle Shaper. Bruno Donjon, vous êtes chez Unibail, un des dirigeants d'Unibail. Vous occupez de toute l'activité bureau. Donc ici, c'est un peu votre quartier. Vous allez nous expliquer ça et la façon, ce que disait Marie-Célie, de un peu comment, puisque vous allez construire une tour là juste à côté, un peu comment on conçoit à l'intérieur ces nouvelles tours, ces campus verticaux, comme on dit, et donc qui est un bon témoignage de l'évolution de la révolution du travail. Anne-Laure Quichel, vous êtes associée, il faut le dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que vous êtes la seule chez Rothschild et compagnie, donc une très grande banquière d'affaires. On a beaucoup de chance de la voir, puisqu'elle conseille sa spécialité, c'est le conseil au gouvernement, notamment elle conseille Alexis Tsipras, mais d'autres aussi. Et on va mettre un pied, votre job est très confidentiel, mais vous allez quand même nous emmener comme des petites souris dans les bureaux des puissants de ce monde, comment ils travaillent. Est-ce que là aussi, il y a une révolution du travail en cours? Et enfin, on retrouve Alexandre Pachilski, qui était l'année dernière, hein, comme Bruno, cofondateur de Talentsoft, donc une future licorne française. Donc c'est beaucoup plus qu'une start-up, c'est devenu une très grande entreprise multinationale maintenant, qui conseille des organisations parfois très grandes comme Pôle emploi sur leur façon de justement qu'ils accompagnent dans leur révolution au travail. On va reparler de tout ça. Peut-être, Alexandre, je vais vous laisser commencer pour nous dire une petite anecdote dans l'année qui montre que les mentalités sont, dans l'exercice de votre boulot, qui montre que les mentalités sont en train d'évoluer et à quel point elles sont en train d'évoluer, puisqu'on parle maintenant de Revolution at Work. Et puis peut-être une tendance de fond que vous avez décelée qu'il va falloir surveiller dans les mois et les années qui viennent. Alexandre, je vous laisse la parole pour 2-3 minutes, nous planter le décor. Puis on va faire un petit tour de table, comme ça chacun va nous apporter son petit témoignage avant qu'on entame la discussion. Pour moi, le choc 2017, il est autour de la notion d'expérience de travail. Donc, pour revenir à ce que vous me demandez, l'anecdote, c'est finalement de prendre 1 heure pour faire visiter nos locaux, que l'on a voulu volontairement un peu différents, décalés, un peu disruptifs, à 3 généraux de l'armée de terre qui font partie du service des ressources humaines et qui nous demandent de faire une vraie visite des locaux, alors en passant de la salle de sieste au traditionnel ping-pong, ou qui vont vraiment voir un petit peu les gens au travail dans des environnements beaucoup plus informels que le leur. Et ça me fait dire que la notion, l'ARH qui avant était administratrice du personnel, qui s'occupait de processus, aujourd'hui s'occupe de l'expérience de travail jusqu'à l'armée, puisqu'il m'explique qu'effectivement, et c'est des gens qui étaient sur le terrain en mission, hein, que finalement l'expérience de travail, elle n'est pas réservée au privé. Dans le public et en particulier dans l'armée, les gens doivent être dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc quand l'armée vient visiter nos locaux, on se dit, on n'est plus juste dans l'effet de mode où on met une table de ping-pong, on a l'air cool et on se dit on a réinventé le travail. Et de la même façon, le phénomène des Chief Happiness Officers, où là aussi on part de la fabrique Spinoza, dont c'est le métier de fabriquer du bonheur au travail, à Sodexo, à Carrefour, à Pôle emploi que vous évoquiez. Le titre importe peu finalement. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est un buzzword? On va y revenir, Alexandre. Voilà, le point, c'est Chief Happiness Officer aujourd'hui, c'est la compréhension que la performance économique résulte du fait que les gens n'assimilent plus le travail à un asservissement, mais vraiment à un épanouissement. Et les RH aujourd'hui ont compris que finalement, quand ils achètent un logiciel comme Talentsoft, ils ne l'achètent plus pour eux, ils l'achètent pour les autres, ils l'achètent pour les collaborateurs, ça devient l'outil des collaborateurs. Donc c'est un phénomène majeur, on le voit dans le privé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le public qui avait du retard est en train de passer peut-être même devant le privé pour rattraper ce retard. Donc ce phénomène de Chief Happiness Officer, cette année, je le trouve assez Alors les Chief Happiness, on a vraiment les deux exemples que vous prenez, c'est vraiment on fait le saut, c'est un peu comme
en Afrique où on est passé de rien au téléphone mobile en sautant la téléphonie fixe. C'est des vraies révolutions. Les grands services publics, donc qui passent, on va dire, je pense que ça sera peut-être le cas chez vous aussi, Marie-Célie, des bureaux cloisonnés avec, où on compte le degré hiérarchique au nombre de plaques au plafond, à effectivement des sièges qui pourraient ressembler peut-être un jour à ceux de Talentsoft. Et puis la même chose sur Chief Happiness Officer, où on est passé, parce qu'en gros, cette fonction-là, dans le temps, ça s'appelait secrétaire général. Ça dépend les entreprises, services généraux. C'était... Et on est passé direct à Chief Happiness Officer. Alors, on va voir comment ça se passe maintenant. Alors, peut-être quelques secondes sur comment s'est organisé les locaux de Rothschild. Est-ce que vous êtes au coworking, bureau flex et tout ça? On imagine. Et puis, emmenez-nous quand même, emmenez-nous dans les bureaux des puissants de ce monde. Est-ce que là aussi, il y a une révolution au travail dans la façon dont vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est en train d'évoluer? Alors, pour commencer par Rothschild très rapidement, la manière dont on travaille est une manière finalement assez traditionnelle dans des bureaux. Notre plus grande révolution est d'avoir des bureaux vitrés. Donc ça reste assez conservateur, on va dire ça comme ça. Et d'avoir une associée, ça a été une révolution chez Rothschild. Alors ça fait depuis 4 ans qu'ils ont fait la révolution en ayant une associée femme, et en effet, c'est une certaine forme de révolution. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce qui se passe chez Rothschild, parce que finalement, c'est un lieu de passage. J'insiste là-dessus, puisque la plupart des banquiers de Rothschild font leur métier, c'est-à-dire sont chez leurs clients, avec leurs clients. Et donc ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, si on essaye de voir ce qui se passe au niveau du conseil au gouvernement, bien sûr, il y a de la technique, et il faut l'avoir, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Mais ce qui compte, c'est la manière de le faire et combien, en fait, la manière de travailler des gouvernements, en fait, a un impact, non seulement sur la communication, parce que finalement, c'est pas si important, ça, mais sur la manière dont les décisions sont prises. Et pour vous donner une anecdote, il y a prescription maintenant, du temps du gouvernement Renzi en Italie. Donc on les conseille, j'arrive, voilà, toujours un peu protocolaire. On se dit, on arrive dans la résidence du Premier ministre, il va y avoir... C'est impressionnant, les palais du pouvoir italien. C'est toujours impressionnant, il y a des huissiers, donc on se dit, bon, voilà, ça va être très formel. Et en fait, on nous laisse quasiment passer... Alors, il y a des mesures de sécurité, bien sûr, mais on nous laisse passer, on monte au premier étage. Et puis, tout d'un coup, on arrive dans quelque chose où ça grouille de gens. La plupart parlent anglais. Donc, au début, je me suis demandé si c'était le bon étage. C'était le bon étage. C'était l'étage du Premier ministre. Et on voit le ministre des Finances qui arrive avec le conseiller principal de Renzi en économie, qui arrive avec un autre conseiller qui est le chief économiste, et qui tous se mettent autour d'un café et me disent « Mais pourquoi tu n'es pas entré et tu t'es fait un café dans notre bureau ?» Ce qui était un peu bizarre, parce que vous imaginez le fait d'entrer dans le bureau quasiment du Premier ministre chez nous et de se faire un café sans y avoir été invité. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est qu'un pays qui pouvait traditionnellement être aussi conservateur, protocolaire que l'Italie, peut, par un changement de gouvernement et par une personnalité forte, Renzi, qui insuffle des réformes, aussi réformer la manière de travailler. Et Tsipras, c'est le même genre, travaille comme ça? Il travaille de manière différente, mais il travaille, et c'est ça qui est intéressant, la crise et la nécessité de trouver des solutions ensemble ont fait que d'un modèle de fonctionnement finalement assez solitaire et assez avec des conseillers que l'on voyait de manière bilatérale, tout d'un coup, on a des réunions à 10, à 15, à 20, pour se parler, pour se convaincre, pour se mettre d'accord, pour avancer. Et ça aussi, on a vu, et je l'ai vu vraiment dans l'avancée des négociations, c'était pas la même équipe le 22 mai, quand on refuse l'accord de l'Eurogroupe, et le 15 juin, quand on est en position de force et qu'on accepte finalement l'accord qui nous est proposé, qu'on a nous-mêmes travaillé à avoir. Et c'est pas juste la négociation technique, c'est la manière de travailler qui était complètement différente, où tout le monde s'est vraiment mis autour de la table et tout le monde s'est mis d'accord sur des points qui étaient les points de la Grèce et qui s'est rappelé en fait aussi pourquoi on travaillait finalement pour le peuple grec. Et c'est toujours ça qui est très important. Merci Anne-Laure de ce témoignage très privilégié, parce que c'est vrai que il y a peu de personnes qui connaissent autant de gouvernants que vous. Et moi, ce que je retiens, c'est que Revolution Network, la forme, la façon de travailler est parfois aussi importante, voire plus importante que la matière technique
elle-même, on va dire, le fond des dossiers. Que tout le monde a finalement. Que tout le monde a, une compétence que tout le monde peut avoir, c'est la façon de s'organiser. Ludovic, alors peut-être 2 mots, c'est un des phénomènes de l'année écoulée, cette nouvelle appli que vous avez lancée. Peut-être nous rappeler en 2 mots comment ça marche, puisqu'elle a d'abord été lancée, vous êtes français, mais elle a d'abord été lancée aux États-Unis. Exactement. Vous avez près d'1 million d'utilisateurs, je crois. Donc, elle est au cœur de notre sujet. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, comment est-ce que vous voyez évoluer ce marché du travail sur la façon, par exemple, dont vous recrutez aux États-Unis? Ce serait intéressant de savoir. Oui, alors Shaper, en 2 mots, c'est une application qui facilite les rencontres inspirantes dans sa vie professionnelle. Tous les jours, on vous suggère une quinzaine de personnes à rencontrer, basées sur votre niveau d'expérience, votre localisation, mais aussi votre centre d'intérêt professionnel et personnel. Et vous allez swiper les profils, un peu comme sur une application de rencontre qui s'appelle Tinder. À droite, c'est que vous êtes intéressé pour vous rencontrer. À gauche, vous ne l'êtes pas. C'est anonyme. Et si le swipe droit est mutuel, vous allez matcher, vous allez pouvoir commencer une conversation. Et en fait, ce qu'on veut promouvoir, c'est sortir du côté transactionnel. Aujourd'hui, dans la culture, que ce soit française ou même américaine, les gens network lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de vendre un produit, ils ont besoin de recruter. Mais ils networkent assez peu, tout simplement pour échanger des idées, trouver de l'inspiration et accélérer ce que les Américains appellent la serendipity. Et la philosophie de Shaper, c'est vraiment ça. On pense que vraiment les rencontres doivent être magiques, les rencontres doivent permettre de trouver de l'inspiration dans sa vie, et qu'en rencontrant quelqu'un et en créant une relation beaucoup plus authentique au démarrage, derrière, on a plein d'opportunités dans notre vie qu'on n'aurait jamais eues si on était allé voir quelqu'un pour quelque chose de très transactionnel et très précis. Et c'est complètement la philosophie de Shaper, et on voit une très très grosse accélération. Aujourd'hui, que ce soit sur le marché américain, mais aussi sur le marché français, on a plus de 2500 personnes qui s'inscrivent tous les jours aujourd'hui sur Shaper. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui se rencontrent pour aller prendre des cafés, parfois parce qu'ils ont des centres d'intérêt professionnels communs, parfois tout simplement parce qu'ils veulent sortir complètement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre perso et pro, quoi? Parce que le principe de votre service, hein, pour parler un peu ancien, de votre appli, c'est ça. Enfin, c'est un peu de faire tomber les frontières. C'est que les gens se retrouvent par affinité professionnelle et aussi sur leur passion. Effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on remarque sur les nouvelles générations de professionnels, hein, ce qu'on appelle les millennials, c'est que les frontières entre le pro et le perso sont complètement en train de tomber. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'algorithme Shaper, c'est d'être capable de récupérer le maximum de data sur les gens, à la fois leur centre d'intérêt professionnel, mais aussi leur passion, et d'arriver à mixer tout ça, parce que peut-être que parfois je vais avoir envie de rencontrer des gens dans la data science, mais si en plus de ça, ils s'intéressent à la méditation et ils aiment le tennis, je vais d'autant plus avoir envie de passer un peu de temps avec eux pour échanger. Et on se rend compte que les gens mettent de plus en plus de hashtags sur leur centre d'intérêt personnel pour rencontrer des gens et pour pouvoir trouver de l'inspiration dans sa vie professionnelle. Donc c'est un phénomène qui s'accélère assez fortement. 2 mots sur la façon dont, comment dire, les profils que vous recrutez, comment ça se passe? C'est intéressant de voir comment une start-up américaine, puisque vous avez démarré aux Elle est États-Unis. franco-américaine. On a Voilà, toute l'équipe data et ouais. tech est à Paris. Voilà. Comment est-ce que vous faites les recrutements? Comment est-ce que vous arrivez à... Parce que c'est un des défis des startups aujourd'hui, c'est de trouver des techs, etc. Le marché est très tendu. Comment est-ce que vous faites pour recruter, pour gérer ça? C'est sûr qu'au début, il y a un petit peu un cercle vicieux, hein, puisque quand la marque n'est pas connue, c'est extrêmement difficile de recruter des talents dans la tech, sachant, comme vous l'avez dit, le marché est tendu, et qu'on a fait une décision stratégique qui était de recruter uniquement notre équipe tech en France. Et donc, la meilleure méthode de recrutement, en fait, c'est que ce soit moi qui m'en occupe. Donc, c'est moi qui vais chasser directement les gens sur LinkedIn. Je les ajoute, je leur envoie un mail qui leur explique la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise, et j'essaye de les embarquer. Je fais le premier call d'une demi-heure pour valider leur motivation et m'assurer qu'ils ont bien compris cette mission et cette vision. Et uniquement dans un second temps, je vais les présenter aux équipes data ou tech, quelles qu'elles soient, en fonction des recrutements qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a des enjeux tech extrêmement importants, notamment au niveau algorithmique. Et pour recruter les meilleurs mathématiciens, les meilleurs data scientists, la plupart me disent que si un recruteur était allé les voir, ils n'auraient jamais répondu parce qu'ils reçoivent 10 messages de recruteurs tous les jours sur LinkedIn. Mais le fait que ce soit moi qui ai envoyé un message et qui ai démarré la conversation avec eux leur a permis de s'ouvrir un peu plus à cette opportunité. Merci Ludovic. Alors on revient dans le Mortard avec Bruno Donjon de Saint-Martin. Vous allez nous construire une tour juste à côté, là, à quelques mètres. Vous allez nous dire où précisément, pour ceux qui habitent le quartier, qui s'appelle la Tour Trinity.
Donc c'est quand même 50 000 mètres carrés qui seront livrables en 2019. Ça m'intéresserait de savoir chez Unibail comment on a conçu avec l'architecte, comment on a conçu cette tour, ça va être la façon de travailler donc, dans 2 ans. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à ce qu'on faisait 2 ans en arrière, par exemple? Est-ce que vous prenez en compte les happiness officers, le phénomène des startups, le phénomène du coworking, la façon de travailler de Monsieur Renzi, où on rentre dans le bureau du grand patron prendre des cafés? Comment c'est organisé? Comment est-ce que vous avez conçu, vous allez concevoir cette tour? Mais écoutez, dans les chiffres, en tout cas pour donner une anecdote, mais pas très drôle, mais un chiffre qui m'a marqué cette année, c'est le chiffre de 15%. Actuellement, pour être plus précis, entre 15 et 20%. C'est la part dans les transactions locatives à Londres des espaces, offres de coworking, de travail différencié, de centres d'affaires. Il faut savoir qu'historiquement, ça n'a jamais été plus de 2%, 3%, 4% une année à Paris. C'est un chiffre qui a, donc on pense essentiellement à des offres comme WeWork qui ont représenté quasiment l'offre la plus importante du marché locatif et du marché immobilier l'année dernière à Londres. Pourquoi est-ce que ce chiffre nous a marqué? C'est parce qu'aujourd'hui, il montre une vraie tendance qui non seulement adresse une demande d'entrepreneurs, de petites entreprises ou d'indépendants, mais qui également est en train de complètement marquer les gros corporates, toutes nos organisations, en se disant il est en train de se passer quelque chose au niveau de la collaboration. Et je reviens vraiment à l'étymologie du mot collaboration. Et cette démarche est, je pense, vraiment passionnante, parce que dans les dernières années, on a entendu des problématiques qui étaient la rétention des talents, l'attraction, la rétention des talents. C'était quelque chose de quelque part d'assez défensif, l'attraction, la rétention, je suis inquiet, j'ai peur de perdre mes meilleurs talents. On a entendu parler beaucoup de well-being, de bonheur au travail, c'est très important. Mais c'est aussi quelque chose qui est un peu... C'était le bonheur personnel, c'était quelque part... Voilà. Et maintenant, on est en train de passer sur quelque chose qui est vachement plus positif et beaucoup plus constructif dans mon acception, qui est la notion d'engagement, la vraie notion de collaboration, la notion d'interaction entre les gens. Et c'est assez rigolo parce que tous les mondes dans lesquels on vit en ce moment, qui ne sont pas les mêmes, on a une notion qui se recoupe très fortement. La sérendipité, comment est-ce que je vais faire se rencontrer les gens? Alors attends, on s'arrête juste. Ouais. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, hein, mais juste deux mots. On en a parlé l'année dernière. Ah, pardon, désolé. Non, mais juste 2 mots, vous nous faites un tout petit arrêt, je ne sais pas, Ludovic ou Bruno, sur ce que c'est exactement, quel est le... Alors je vais le faire, tu le feras peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, c'est toute la... Je suis désolé pour tous ceux qui connaissent ça par cœur, mais moi, ça m'intéresse. C'est toute la notion, la valeur ou le simple fait des choses qui arrivent par, entre guillemets, hasard ou par imprévu, la part de l'imprévu. C'est-à-dire, alors, on peut se dire que rencontrer quelqu'un dans l'escalier, c'est quelque chose qui se passe complètement par hasard. Ou alors on peut se dire que le hasard de la rencontre, c'est quelque chose qui est provoqué, qui est favorisé, qui peut être provoqué par une application, qui peut être provoqué par une façon de concevoir des locaux, qui peut être provoqué par de l'animation à un happiness officer, qui peut être provoqué de tas de façons différentes. Mais c'est comment est-ce que l'espèce de ruche, en fait, c'est la notion de ruche, un peu la sérendipité, c'est comment est-ce que toute l'alchimie un peu imprévisible, immatérielle, va se créer. Et au final, il y a un certain nombre d'études, notamment anglo-saxonnes, qui montrent que, alors, pas forcément exact, mais 60 ou 70% in fine des idées créatrice de valeur pour une entreprise arrive dans un lieu ou dans un moment qui était initialement pas forcément prévu pour ça. Alors, comment est-ce que la tour, moi je voudrais savoir comment est-ce que votre tour Trinité va être une ruche, comment est-ce qu'on conçoit les locaux pour que ça soit... bon, c'est le problème, alors il y a des va-et-vient, hein. La mode était au campus horizontaux, c'est en train de venir au campus verticaux. On sait que par exemple Total a décidé de rester dans le quartier. Comment est-ce qu'elle est conçue cette... puisque j'imagine que vous intégrez tous ces phénomènes, toute cette... comment est-ce qu'on provoque des rencontres de hasard à l'intérieur d'une tour à la Défense? Alors pour moi, il y a énormément de questions qui sont adressées, y compris des notions applicatives et l'interaction avec l'immobilier ou l'espace de travail, mais je vais donner 2 problématiques à laquelle on essaie de réfléchir. La première, c'est la notion d'attractivité du lieu physique. Forcément, on est obligé, par l'applicatif, par le télétravail, par les offres de coworking, de re-questionner la position, l'importance, le rôle du lieu physique dans une organisation professionnelle.
Donc on essaye beaucoup aujourd'hui de travailler sur la désirabilité du lieu pour chacun des employés. Là, on est plus dans une problématique d'attraction et de rétention des talents. Et moi, j'aime beaucoup appeler ça le schéma augmenté. J'ai envie de venir au travail parce que je retrouve certains des codes que j'aimerais trouver chez moi, mais que, pour la plupart, pour le commun des mortels, je ne peux pas m'offrir. Une terrasse à 200 mètres de haut à la Défense, des espaces en triple hauteur avec un design de loft, etc. Donc on va travailler un potager suspendu en haut d'un immeuble de bureau, etc. Donc on va chercher beaucoup ces aspérités un peu domestiques. Et puis le deuxième axe très important, il est autour de la sérendipité pour nous, c'est comment est-ce qu'on va concevoir dans nos immeubles de bureau et c'est pas le hasard, c'est un peu pensé, c'est un peu scientifique entre guillemets. Comment est-ce qu'on va favoriser vraiment la rencontre, l'échange? Comment est-ce qu'on interconnecte des flux horizontaux, des flux verticaux? À quel endroit du plateau de l'espace de travail on va positionner les escaliers pour pouvoir se rencontrer? J'ai vu que les ascenseurs, c'est chez vous, ou les ascenseurs vont être complètement désaxés pour garder... Les ascenseurs vont être désaxés, on va recréer, c'est très populaire en ce moment, mais on y croit beaucoup, la place des escaliers en ce moment. On remet des escaliers, enfin on remet l'escalier, pardon, on remet l'église au milieu du village, on remet l'escalier au milieu de la tour de bureau, en se disant comment est-ce que les gens vont interagir autour de l'escalier, qui doit être connecté à l'ascenseur, qui doit être connecté à un espace un peu exceptionnel, comment est-ce qu'on... Voilà, il y a une dernière notion, puis j'en finirai, qui est assez importante pour nous, c'est comment est-ce qu'on crée la créativité, le coworking, toutes les problématiques qu'on peut avoir, est-ce qu'elles peuvent aussi bien s'exprimer dans un lieu qui est classique, mais dans lequel on a mis un joli sofa, une table un peu destroy pour donner un petit aspect loft et aspirationnel, ou alors est-ce que dès la conception architecturale, on doit avoir des volumes, une lumière, un truc inattendu, une disposition des espaces qui permettent d'accueillir vraiment ces nouveaux modes de travail. J'imagine que c'est la deuxième option que vous avez choisie. Nous, on essaie de choisir la deuxième. Voilà. Alors, Anne-Laure, je voudrais vous faire réagir sur... en fait, tout ce discours, il est un peu, si je puis me permettre, mais c'est un peu truc de bobo parisien. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est très bien. Je pense que ça attire dans les quartiers d'affaires. Je voulais savoir, vous, qui avez une vision vraiment mondiale, vous êtes tout le temps dans les avions, vous voyez toutes sortes de pays qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une tendance de fond sur l'évolution du travail ? Par exemple, on a beaucoup glosé sur la fin du salariat. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on a beaucoup glosé aussi sur le côté indispensable de l'économie informelle? On en a parlé beaucoup en Inde, quand il y a une loi pour interdire l'utilisation du cash. Ça a été juste une crise épouvantable dans le pays. Comment est-ce que vous voyez, alors là on va se mettre en super macro, mais comment est-ce que vous voyez évoluer de par votre expérience, les témoignages que peuvent vous amener les gouvernements, l'évolution du monde du travail? Est-ce que le chômage de masse est une fatalité, par exemple, dans les pays en voie de développement, ou au contraire, on arrive à gérer l'évolution démographique galopante, par exemple, en Afrique? Alors, je suis désolé, là, on a pris l'ascenseur, on est parti très haut, et après, on va redescendre, mais ça m'intéresserait que vous nous cadriez un tout petit peu, d'un point de vue macro, ces débats qu'on a entre nous dans un quartier d'affaires hype à Paris, mais ce n'est pas non plus le monde. Alors c'est évidemment difficile d'en parler de manière... Voilà, non, mais c'est quelques impressions un peu impressionnistes. Absolument, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a vraiment plusieurs réponses à votre question. Il y a des pays qui sont restés extrêmement traditionnels dans la manière dont ils abordent leurs problématiques. Je pense à l'Ukraine, par exemple, qui est évidemment très marquée par une manière de fonctionner. Donc il peut avoir une manière de fonctionner extrêmement traditionnelle, normée, mais qui a à son service des individus absolument exceptionnels qui, quelque part, poussent le système dans ses limites. Alors ça peut être des gens qui viennent du privé, c'est d'ailleurs aussi souvent ce qu'on voit, que quand on a des dirigeants ou quand on a des leaders qui viennent du privé, ils insufflent quelque chose de complètement nouveau dans la manière de voir les choses, dans la manière de se dépasser et dans la manière d'avancer. Donc ça, c'est pour des pays, par exemple, qui sont un peu tenus par une certaine rigidité. Le cas peut-être là-dessus le plus intéressant, c'est le cas de l'Albanie, qui vraiment jusqu'à extrêmement récemment avait très peu de marge de manœuvre dans la manière d'agir en tant que gouvernement. Et là, vous avez, il y a quelques années, il vient d'être élu, Edi Rama, qui est donc Premier ministre albanais, et qui est une personnalité complètement originale, un artiste, un ancien basketteur, enfin, il est juste complètement hors norme, et qui a décidé de tout changer. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire tout changer? Qu'est-ce que ça veut dire faire la révolution quand on a un système de contraintes aussi fort hérité de la dictature? Comment est-ce qu'on fait? Et c'est justement ça ce qu'il essaye de faire au quotidien en ayant autour de lui des gens extrêmement jeunes. Et c'est pas que, je sais pas, un sujet de jeunisme, mon point, mais c'est quand même important parce que je crois qu'une des variables vraiment que je peux noter dans tous les pays dans lesquels je vais, c'est le changement de génération. Et le changement de génération, pas juste une jeune génération ou une plus jeune génération qui arrive. Il y a des petits Macron partout, en fait. En fait, quand on regarde, regardez Renzi, même âge que Macron, Trudeau, Tsipras, en Autriche. En fait, quand on regarde, maintenant, beaucoup de très nombreux dirigeants ont entre 40 et, si je schématise, 40 et 45 ans. Et amènent avec eux des équipes ou des manières de travailler qui sont complètement différentes. Et souvent, aussi une des caractéristiques que je peux voir dans ces différents pays, je pense par exemple là à l'Afrique, un vrai système D et une vraie compréhension du politique qu'il doit changer la manière de comprendre ce qu'est la politique et ce que doit faire la politique. Et que finalement, la politique, c'est potentiellement laisser aussi les gens faire dans ce qu'ils savent faire et dans ce qu'ils arrivent le mieux à faire. Typiquement, si je prends l'exemple du Sénégal, il y a eu une compréhension, alors que ça pouvait être une économie qui pouvait être un peu dirigée ou qui pouvait ne pas laisser suffisamment de place à l'entrepreneuriat. La place des femmes dans des micro-entreprises. La femme qui va récupérer le poisson au port, le vend sur le marché, etc. Bon. La nécessité d'aider ces gens-là, parce que c'est finalement ces gens-là qui sont des relais, des maillages de l'économie, donc de la croissance, et donc une réponse au chômage, etc. etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est compris maintenant par la plupart des dirigeants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des dirigeants plus jeunes? Est-ce que c'est parce qu'il y a des vraies problématiques de chômage qu'on cherche à avoir des réponses? Mais c'est vraiment quelque chose qui me marque, moi, beaucoup. Donc c'est la volonté, bien sûr, il y a des lois, il faut les respecter, des cultures, elles sont respectées, mais de les pousser le plus possible, ça c'est vraiment un trait commun. Une génération, un changement de génération, donc un changement de méthode de travail, utilisant évidemment beaucoup les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais pas que. Une manière aussi de travailler ensemble, en se moquant un peu de qui est le titre de l'un ou l'autre. C'est pas ça. Qui est efficace, qui est capable d'être le meilleur ambassadeur. Donc casser les codes. Et après, reconnaître que le politique, le dirigeant, évidemment, premier, on s'oublie trop souvent, est au service du peuple qu'il a élu, et des peuples. Et que finalement, peut-être le service au peuple de temps en temps, c'est de laisser certaines choses faire, de le laisser prendre en charge certaines initiatives qui finalement sont bien mieux résolues à un niveau peut-être local ou plus micro que s'il y a des décisions régaliennes sur des sujets qui n'ont pas à être régaliens. Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Il y a quelque chose qui m'a frappé là, parce qu'on dit des choses qui nous ont frappé dans les mois écoulés. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est il y a plusieurs livres qui sont sortis sur les bidonvilles, le fait qu'ils avaient une utilité. Et on a même été plus loin, parce qu'il y a un sociologue qui est en train de revoir les conceptions des smart cities qui ont été un peu imposées parfois par des grandes entreprises ou des gouvernants en top-down. Et en disant, en fait, il faut avoir une approche maintenant bottom-up, savoir comment s'organisent les gens. En utilisant d'ailleurs, dans les mobiles, on n'a pas grand-chose. Dans les bidonvilles, on n'a pas grand-chose, mais on a des mobiles. Et comment on utilise ça, les interactions entre les gens, pour faire remonter et s'en inspirer pour même des quartiers d'affaires. Je trouvais ça intéressant. Alexandre, vous avez déjà travaillé pour les très grandes organisations, alors qu'ils ne sont pas albanaises, mais presque. Hein. La France, c'est quand même une bureaucratie, a produit beaucoup de grandes bureaucraties. Comment est-ce que vous faites la révolution? Par exemple, on va prendre l'exemple de Pôle emploi, hein, je crois, qui est un de vos grands clients. Vous êtes sur le point, je n'ai pas le droit d'en parler, mais de décrocher un appel d'offres sur une entreprise publique immense. Comment est-ce qu'on amène la Revolution at Work dans des préfectures, des anciennes agences ANPE? Comment ça se passe? Il y a même la caisse d'assurance maladie dans les Yvelines. Marie-Célie va prendre des notes, je sens. Qui a publié ce week-end sur le fait qu'il s'était libéré avec des gens qui expliquaient qu'ils venaient travailler aux horaires où ils voulaient, ils étaient tranquillement dans des poufs. Moi, en fait, ce qui me frappe, rien que dans notre discussion, c'est que finalement, on dépense des millions
tous autant qu'on est, on est tous réunis ce matin pour faire finalement que le travail, l'entreprise, ressemble un peu à la vraie vie finalement, qu'on se comporte normalement. Donc on essaye de remettre des tables qui correspondent aux tables dans lesquelles, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans les lieux dans lesquels on aime aller. On essaye de se parler normalement, oui, parce qu'en fait, toutes ces grandes entreprises dont vous parlez, alors publiques ou privées, on a aussi des Bolloré, on a des Lagardère, essayent simplement de faire quoi ? De recréer des interactions normales, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Dans ma propre entreprise, il m'est arrivé, parce qu'on est plus de 500 maintenant, qu'on m'explique, alors que je l'ai créé, que je n'ai pas le droit de m'adresser à un tel parce qu'il faut que je suive un processus. Et en fait, les organisations ont quelque part totalement étouffé l'humain dont on sait que l'innovation, la performance, la compétitivité ne reposent aujourd'hui que sur l'humain. Qu'est-ce qu'essayent de faire ces grands groupes ? De recréer un monde normal. Et se disent, dans un groupe où on est 200 000, où Pôle emploi un peu moins, mais où en tout cas il y a des vrais sujets dont on imagine clairement qu'ils ne sont pas faciles à traiter, simplement on va essayer de se comporter normalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut d'abord dire qu'on arrête de ne penser que processus et organisation. On va commencer à demander aux gens comment ils aimeraient vivre. Ça s'est vu chez AG2R. AG2R, la mondiale, a demandé à ses collaborateurs de réorganiser son espace. Il y a des appels à projets ouverts où les uns et les autres vont travailler sur des sujets qui les intéressent. Est-ce qu'on est meilleur quand on est passionné, intéressé par un sujet, que quand un manager nous l'a assigné pour une raison obscure ? Ça, c'est un point très concret que l'on voit chez un de nos clients. Quand on voit Dorchester, les hôtels de luxe, ou Air France, ils essayent d'appliquer à leurs collaborateurs les mêmes techniques qu'ils appliquent à leurs consommateurs. Pourquoi ? Si ça séduit le consommateur, pourquoi ça ne séduirait pas les collaborateurs ? Donc on essaye simplement d'utiliser par exemple des techniques de marketing précédemment, pour essayer de comprendre son audience. Sauf que son audience, pour les ressources humaines, pour l'entreprise, ce sont les gens qui viennent tous les jours. Et je pense que le sujet à la Défense, c'est est-ce qu'on va avoir des gens avec le sourire le lundi matin en se disant « je vais adresser une mission, un challenge dans un environnement de travail dans lequel j'ai envie d'évoluer » ou est-ce qu'au contraire, on est dans l'archétype des temps modernes de Chaplin et on sent qu'on va à l'usine. Donc en fait, le point, c'est de recréer de la normalité, c'est de recréer des interactions vivantes. Effectivement, la sérendipité, c'est simplement ce qui arrive dans notre vie de tous les jours. On sait qu'aujourd'hui, c'est possible simplement en cassant le cadre par trop formel des organisations et en demandant d'abord aux gens, vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et l'organisation va s'adapter. D'où il y a énormément d'entreprises sur le parvis de la Défense qui ont soit racheté des startups, soit qui étaient debout sur la table à Vivatech en regardant des startups, soit qui font les fameuses explorations de la vallée pour se dire, ces gamins en sweat à capuche et en basket, finalement, comment ils interagissent et comment ils arrivent à créer quelque chose que nous, grands groupes, on n'arrive plus à créer. Merci Alexandre. Alors, vous m'avez tendu une double perche, c'est parfait, parce qu'on va avoir la vision de la start-up et puis du grand groupe. Je commence par le grand groupe. Est-ce que vous avez fait votre Revolution at Work à Unibail ? Parce que vous parlez des autres, des tours que vous allez construire. Est-ce que vous, les ça y coordonnées est, sont les plus mal chaussées. Vous savez. est-ce que toutes les cloisons sont abattues ? Il n'y a plus de hiérarchie, c'est une entreprise plate Non, on a cette chance effectivement. C'est quand même un très grand groupe. Peut-être rappeler la taille du. Non, alors humainement, c'est pas si grand que ça. Non, on doit être presque comparable à Talentsoft. On est gros en matière d'immobilier géré et sous propriété Unibail. Mais humainement, c'est une entreprise de taille relativement moyenne. On a effectivement cette. On a cette chance d'avoir peut-être pas un autre métier d'Unibail, et c'est assez rigolo, j'en discutais hier soir avec quelqu'un qui développait une offre de design thinking, en lui disant c'est assez rigolo, notre principale activité est le centre commercial. Donc et c'est un métier dans les centres commerciaux où depuis le bonheur des dames, on se demande comment les gens interagissent au sein d'un ensemble immobilier. Alors, pour des raisons un peu mercantiles, dans le bonheur des dames, on va pas se mentir, mais en tout cas, il y a une maturité dans la relation, les flux, l'interaction entre la personne et le lieu qui est beaucoup plus mature parce que beaucoup plus ancienne en fait dans le monde du commerce que ça ne l'est dans le monde du bureau. C'est assez rigolo quand même qu'on se... j'ai envie de dire jusqu'à il y a 10 ans, on se posait des questions quasi uniquement de logeabilité en matière d'immobilier professionnel, de bureau. Là où, dans d'autres domaines, en tout cas, on avait déjà une notion d'expérience, de partage, de rencontre, etc. Donc oui, on a cette chance. On a également
la chance d'avoir expérimenté une chose qui va être une des vraies problématiques de demain. Quand j'entendais Alexandre nous parler de ces boîtes, des gros corporates qui rachètent des startups, nous, on a effectivement accueilli un incubateur et un espèce d'accélérateur d'entreprise au sein d'Unibail. Et une des questions intéressantes de demain pour les grandes entreprises va être aussi, alors je le vois forcément d'un point de vue immobilier, mais ça va poser des questions RH et des questions d'organisation. Comment j'accueille au sein de mes équipes cet écosystème avec des gens qui sont à la fois mes salariés, mais qui sont quand même pas vraiment mes salariés, mais je veux que mes salariés interagissent avec eux. Et ça va être des problématiques qui vont être très très intéressantes, en tout cas cet accueil de l'écosystème et des startups dans lesquelles les Alors on va les avoir entreprises le sont témoignage actionnaires. complémentaire croisé de Ludovic, parce que c'est les grands groupes, ils n'ont pas tellement la cote chez les startups. Hein. Enfin, moi j'en connais pas mal, c'est Startup Killer. Hein, quand même, il y a peu d'exemples de startups qui intègrent un grand groupe et qui arrivent à prospérer. Peut-être qu'elles font du bien aux grands groupes, mais pour la start-up, et généralement, un vendeur, je ne sais pas comment c'est passé, mais le vendeur de start-up, il attend qu'une chose, c'est la fin de son lock-up pour partir et en créer une autre. Donc, je vais savoir ce que vous pensiez de cette façon dont les start-up peuvent révolutionner le travail, la façon de travailler dans les grands groupes. Est-ce que c'est là aussi, on est un peu dans la com, ou est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que ça marche quand même parfois? Je suis désolé, je fais tout le temps un peu le rabat-joie, mais moi, c'est le témoignage que j'ai souvent, hein, que c'est très compliqué pour... il y a deux mondes trop différents. Alors, il se trouve que quand j'ai vendu Attractive World, j'avais déjà lancé Shaper, donc je connais mal les grands groupes. Maintenant, enfin, chez Shaper, et je pense que ça va même plus loin que Shaper, on s'intéresse énormément à l'humain. Tu en avais parlé, Alexandre. Depuis qu'on est enfant, en fait, on est à l'école, on valorise énormément l'intelligence, le quotient intellectuel. Est-ce qu'on est bon en maths? Est-ce qu'on a une bonne mémoire, etc. Nous, ce qu'on essaye de valoriser au maximum, c'est l'intelligence émotionnelle. Voilà. On a l'impression, et c'est notre sentiment chez Shaper, que l'ego peut faire perdre des centaines de millions ou des milliards aux entreprises. Parfois, il y a juste deux personnes qui ont tout pour travailler ensemble. Elles ne s'entendent pas pour des questions d'ego, de confiance réciproque, etc. Et le projet ne sort pas, ou il perd des mois, tout simplement pour des questions humaines. Et en fait, on fait extrêmement attention à l'intelligence émotionnelle, à la capacité de nos collaborateurs de mettre leur ego de côté, de comprendre quel est l'intérêt principal de l'entreprise, et de pouvoir collaborer, de pouvoir devenir leader quand il faut être leader, de pouvoir peut-être laisser quelqu'un prendre le leadership quand on sent qu'il n'a pas besoin d'avoir deux leaders dans l'entreprise, ou en tout cas sur un projet. Et ça marche beaucoup. Et moi, c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qui m'énerve le plus, c'est quand on fait des erreurs à cause de notre ego. Voilà. Moi, j'essaye de beaucoup travailler là-dessus. J'ai lu un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui m'a énormément changé la vie. Et en fait, on fait beaucoup la promotion du développement personnel en fait, chez Shaper. On explique à nos collaborateurs que l'ego peut être un ressort très très fort, peut donner aussi beaucoup d'énergie, mais fait commettre énormément d'erreurs dans la vie de l'entreprise, et que finalement, l'ego dessert l'intérêt général de l'entreprise. Et donc, on essaye de les sensibiliser beaucoup là-dessus. Merci Ludovic. Ça m'intéresse d'autant plus parce que j'avais une idée de bouquin l'autre jour. Alors, je ne vais pas dire sur quel exemple, mais en disant en fait toutes les grandes erreurs stratégiques, que ce soit au niveau des gouvernants ou des grosses entreprises, sont liées à des questions personnelles, en fait, des questions d'ego, et très souvent à des questions d'ego. Alors moi, je voudrais faire réagir, alors on va terminer avec vous pour rebondir là-dessus. Sur l'ego, alors vous en voyez pas mal des égos entre les politiques et puis les banquiers d'affaires stars dont vous êtes. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vient de dire, le constat que vient de faire Ludovic? Est-ce que c'est quelque chose que peut amener cet, on va dire, esprit start-up, nouvelle façon de travailler? Est-ce que c'est pas finalement la lutte contre les égos? Oui, en effet, vous avez raison de le souligner, je suis dans un monde où il y a beaucoup d'ego à tous les niveaux, que ce soit en effet au niveau des banquiers d'affaires, parce que c'est finalement un métier assez individuel. C'est ça aussi qui est compliqué, hein. C'est quand vous pouvez avoir des structures de métiers très individualistes. Donc il faut en effet promouvoir le chasser en meute et on travaille ensemble de manière concrète, pas dans les mots évidemment, mais dans la manière dont, je sais pas, on rémunère les gens, dont on les valorise, enfin c'est très, très important. Pour les gouvernements,
Absolument, enfin par définition, parce qu'il faut quand même un degré d'inconscience assez fort pour se présenter à une élection, pour penser qu'on va la gagner, pour après gérer derrière, et parce que la plupart du temps, quand vraiment derrière les portes vous parlez à des dirigeants en disant mais quand tu es arrivé, quel était ton sentiment à la première minute, la plupart du temps c'est un, j'en revenais pas d'être là, et deux, je me suis dit merde, pardon, les ennuis commencent, quoi. Enfin, donc il faut un degré d'inconscience pour en être, pour en être là. Mais je pense en effet que une mentalité de start-up, de travailler ensemble, de révolutionner la manière dont les dirigeants ou les gouvernements peuvent fonctionner, c'est absolument ce qu'il faut. Sans quoi, de toute manière, il y aura, parce que la société est en train de faire ce mouvement, parce que ça se passe dans les entreprises, il y aura encore plus de disconnect entre les gouvernants et les gouvernements et le reste des citoyens. Merci Anne-Laure, merci Alexandre, merci Ludovic, merci Bruno. Alors ça va être le thème l'année prochaine, hein, ça va être Jupiter et les Boy Scouts, quoi. Comment on allie à la fois l'autorité dans l'exercice quand même, on va dire pour prendre un mot à la mode, l'efficacité, hein, qui nécessite quand même une certaine verticalité. Et puis, toute cette nouvelle tendance du travail collaboratif, engagé, etc. Rendez-vous l'année prochaine. On va observer ce qui se passe à la fois chez les politiques, avec tous ces petits Macrons qu'il y a partout. On va voir comment ça marche. Et puis, dans cette relation vitale entre l'innovation, même dans les relations humaines que vous apportez, vous, start-up en particulier, vous, avec Shaper, et puis les grands groupes que connaît bien Alexandre, dans lequel évolue Bruno. Rendez-vous l'année prochaine et bonne journée de travail.